Il était un maître du macabre, un enchanteur d'ombre, un homme qui transformait la folie en art. Mais dans le dernier chapitre de sa vie, Edgar Allan Poe devint le sujet d'un mystère plus tordu que tous les récits qu'il avait jamais écrits. Disparu pendant 6 jours, retrouvé vêtu des habits d'un autre, murmurant le nom de quelqu'un qui n'a peut-être jamais existé. Était-ce la folie, un meurtre ou quelque chose de bien plus sinistre? Plongé dans les derniers jours déchirants de la vie de Poe, là où le réel se confond avec la fiction, et où la frontière entre la réalité et le cauchemar se dissout comme de l'encre sur une page détrempée par la pluie. 27 septembre 1849, Richmond, Virginie. Le ciel de Richmond portait le poids d'un non-dit. Des nuages bas dérivaient tels des endeuillés silencieux, attendant une tragédie qu'ils ne pouvaient nommer. Edgar Allan Poe se tenait sous eux, vêtu de noir, son manteau claquant dans le vent comme les ailes d'une créature pas tout à fait terrestre. Mais il souriait, animé, le regard clair, rempli d'intention. Il parlait de conférences qu'il devait donner, d'une réunion pleine d'espoir avec son amour d'enfance, Elmira Shelton. De nouveaux départs, de nouvelles publications, et enfin, de paix. Il ne portait aucun bagage, seulement une canne à pommeau d'ivoire et un esprit enfin libre de ses fantômes, du moins en apparence. Philadelphie était sa prochaine destination. C'était le plan. Il l'avait dit à tous ceux qui demandaient. Un voyage ordinaire, rien de plus. Mais l'homme qui s'avança dans les rues de Richmond ce matin-là ne serait plus jamais revu vivant et en bonne santé. Ce qui suivit, ce fut le silence. 6 jours de silence. Poe disparut comme s'il n'avait jamais existé. Son nom s'effaça des registres. Son visage resta invisible. Aucun conducteur de train ne se souvenait de lui. Aucun cocher ne l'avait pris. C'était comme si la route elle-même l'avait englouti. Sa vie en suspens, l'encre séchant à mi-phrase. 3 octobre 1849, Baltimore, Maryland. Les rues de Baltimore portaient leur propre forme de pourriture, briques et sang, ombre et crasse. C'était le jour des élections et la ville palpitait de bruit, d'alcool et de tromperie. Près de la taverne de Ryan, un bureau de vote du 4e arrondissement. Un homme vacilla hors de la brume comme un oubli. « Est-ce que c'est Edgar Allan Poe ? Mon Dieu !» s'écria un passant. Il était méconnaissable, ses cheveux emmêlés, son visage gonflé, ses lèvres fendillées par la fièvre, la soif, ou pire. Il portait des vêtements qui n'étaient pas les siens. Un manteau en lambeaux, des chaussures usées, un chapeau de paille absurde posé sur sa tête, moquerie de toute dignité. Son pantalon était taché, son gilet défait. Rien ne restait du poète autrefois élégant. Mais le plus troublant n'était pas son apparence, c'était sa voix. « Reynolds », répétait-il sans cesse. « Reynolds, l'ombre, elle sait. » Il agrippait l'air comme pour chasser quelque chose d'invisible, quelque chose qui marchait juste derrière le voile. On le conduisit au Washington College Hospital, où les lampes à gaz vacillaient au-dessus de son lit comme des étoiles mourantes. Poe dérivait entre cauchemars fiévreux et brèves lucioles de conscience. Son pouls était erratique. Ses paroles n'avaient aucun sens. Il était incohérent, murmura plus tard une infirmière, refusant de dormir pendant des jours après sa mort. Il parlait de murs qui se refermaient, de dents derrière les miroirs, d'un homme dont les yeux saignaient de l'encre. Les médecins tentèrent de l'apaiser, de le retenir, de le raisonner, mais son esprit avait glissé derrière un rideau qu'aucune médecine ne pouvait soulever. Par moments, il hurlait. À d'autres, il murmurait. Toujours ce nom, Reynolds. Toujours ce ton, pressant, terrifié, suppliant. Pendant 4 jours, il resta dans ce petit lit blanc. Puis, avant l'aube du 7 octobre, son souffle se brisa en silence. Pas de dernier mot, juste le silence. Un silence lourd de tout ce qui n'a pas été dit. Certains affirmaient qu'il avait été suivi durant ces derniers jours, épié par un homme grand vêtu d'un manteau gris et portant des gants trop blancs pour la saison.
Des témoins disaient avoir vu Poe, assis seul au crépuscule dans un cimetière de Baltimore, parlant à voix basse à quelqu'un que personne ne pouvait voir, les yeux fixés sur une pierre tombale brisée, sans nom. Lorsqu'on s'approchait, il se levait brusquement, titubant comme attiré par quelque chose au-delà du voile du visible. Plus tard, un garçon affirma l'avoir vu marcher pieds nus dans Water Street à minuit, murmurant des fragments de verre et sursautant face à des choses invisibles. Que ces récits en soient ménabres réels ou nés du mythe se glissant dans les fissures de la vérité, nul ne pouvait l'affirmer. Mais une chose était sûre, le Poe qui avait quitté Richmond n'était plus celui qu'on avait retrouvé. Quelque chose l'avait vidé de l'intérieur entre-temps, et ce quelque chose ne l'avait pas lâché, même après la mort. Baltimore avait sa propre maladie, dissimulée derrière des sourires et des banderoles. La fraude électorale y était enracinée, et le coping en était le sale secret. Des gangs de rue, en connivence avec des agents politiques, enlevaient les plus vulnérables, ivrognes, solitaires, immigrants, et les battaient ou les droguaient jusqu'à la soumission. Ils les déguisaient avec d'autres vêtements, chapeaux, perruques ou barbes, et les traînaient de bureau de vote en bureau de vote, les forçant à voter sous de fausses identités. Encore et encore, certains mouraient de l'épreuve. D'autres étaient jetés comme des bouteilles vides dans les ruelles, une fois inutiles. Et puis, il y avait Poe, retrouvé le jour de l'élection devant un bureau de vote, habillé de haillons étrangers, délirant, écroulé. Son état même semblait hurler, coopté. Cruelle coïncidence? Ou était-il une victime de plus, oubliée, d'un système fondé sur les ombres et le silence? La science offrait des réconforts plus rationnels. Le sevrage alcoolique, disaient certains. Poe avait longtemps lutté contre l'alcool, et le delirium tremens pouvait provoquer hallucinations, fièvre, désorientation. D'autres murmuraient la rage, rare, mais possible. Il n'avait aucune morsure, mais ses symptômes correspondaient. Sueur, confusion, moments de lucidité suivis de terreur. Une peur de l'eau, une peur du son, une peur d'autre chose. Un médecin décrivit son état comme un cerveau enflammé. Un autre le balaya d'un revers de main. Simple fin d'une vie maudite et consumée. Mais aucun ne put expliquer comment il avait parcouru près de 300 kilomètres sans argent, sans papier, sans compagnon connu. Aucun n'expliqua Reynolds. Aucun n'expliqua la terreur dans sa voix. La vérité se courbait sous un poids qu'elle ne pouvait porter. Reynolds, le seul indice laissé derrière, le seul mot que Poe offrit au monde dans ses derniers jours. Les historiens cherchèrent. Aucun nom de ce genre n'apparaissait dans ses lettres. Aucun Reynolds parmi ses amis, éditeurs ou ennemis. Aucun homme de ce nom ne fut retrouvé en ville. Certains disaient que Reynolds n'était qu'une hallucination, un écho d'histoire oubliée, une synapse défaillante, un fantôme de mémoire. D'autres n'étaient pas si sûrs. Et si c'était un complice dans un crime sans preuve, un spectre de l'esprit de Poe, ou pire, quelqu'un en qui il avait confiance et qui l'aurait trahi, ou peut-être que Reynolds n'était jamais un homme, mais un nom donné à quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien, quelque chose qui attendait. Poe fut enterré dans une tombe simple, sans nom, et ignoré par la ville qui l'avait consumé. Il fallut des décennies avant que ses admirateurs ne lui érigent un monument. De son vivant, il était hanté. Dans la mort, il devint une hantise. Et pourtant, ses récits perdurent, de folie, de mort, de choses qui frappent derrière les murs des caves, de cryptes qui s'ouvrent, de voix qui murmurent juste au bord du sommeil. Quelle plus grande horreur aurait-il pu imaginer que de devenir son propre mystère? Les frontières qui séparent la vie de la mort sont au mieux troubles et vagues. Edgar Allan Poe. Sa fin n'offre aucune résolution, seulement des questions qui résonnent encore. Et quelque part, le nom Reynolds attend,
telle une énigme sans réponse griffonnée dans la marge de son dernier récit non écrit.